Bonjour à tous. Peut-on commettre un acte ignoble comme le meurtre pour faire le bien? Peut-on tuer quelqu'un pour le bien de la société? Peut-on prendre la vie de quelqu'un pour une cause que l'on trouve morale? Ces questions se ressemblent toutes, et c'est ce à quoi Dostoïevski répond en 1866 dans un des plus grands classiques de la littérature russe et mondiale, Crime et Châtiment. Ce roman psychologique, c'est-à-dire se concentrant plus sur les pensées des personnages que sur la narration en elle-même, raconte les histoires d'un étudiant en droit appauvri comme étant l'irréparable. Laissez-moi donc aujourd'hui vous présenter cette œuvre monumentale. Résumé. Il me semble nécessaire avant toute analyse de vous résumer ce roman. Ce n'est pas une tâche facile car celui-ci fait plus de 700 pages. Mon but étant de vous faire découvrir l'œuvre, je passerai les détails et les intrigues secondaires. Rodion Raskolnikov est un étudiant en droit forcé d'abandonner ses études à cause du manque d'argent. Obligé de revendre ses biens, il est tenté par l'idée de tuer l'usurière à qui il abandonne son héritage. Il rencontre en parallèle Sonia, une jeune prostituée pour qui il se prend d'affection. Après un rêve prémonitoire, il va chez la vieille usurière et la tue à coups de hache. Lorsqu'il vole ce qui se trouve dans les placards, la sœur de la femme assassinée rentre dans l'appartement. N'ayant pas d'autre choix, il la tue. Malgré ses actes atroces, Rodion se persuade qu'il a fait ceci pour son bien et que ses meurtres étaient moraux. Toutefois, il commence à douter du bien fondé de son acte au fil des discussions avec ses proches et la police. Au fur et à mesure, il s'évanouit très souvent à cause d'une angoisse qui ne fait qu'augmenter tout le long du livre. Après son crime, vient alors le châtiment qui est cette angoisse et la maladie. Pris de remords, Raskolnikov décide alors, après de longues hésitations, de se dénoncer. Condamné à 8 ans de bagne en Sibérie, il y apprend la mort de sa mère. Malgré ces événements tragiques, son meilleur ami épouse sa sœur et Sonia, la fille qu'il aime, lui rend souvent visite. Au fur et à mesure, les deux comprennent alors qu'ils s'aiment mutuellement et ainsi Raskolnikov verra ses remords disparaître. Comment comprendre cette histoire? Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Je pourrais vous parler des différents thèmes comme la misère, la famille ou encore l'omniprésence des rêves et de la religion dans ce livre, mais je vais vous parler d'un thème bien particulier, celui de la morale. Nous allons faire un détour par Nietzsche. Dans son ouvrage « La généalogie de la morale », Friedrich Nietzsche prétend que les faibles se définissent comme bons par rapport à un présumé méchant, à l'inverse des forts qui, eux, définissent des mauvais par rapport à un bon. Les faibles, conscients de ce qu'ils sont, ont alors du ressentiment comme Rodion Raskolnikov. À cause de leur faiblesse qui les empêche de surmonter leur ressentiment, les faibles tentent d'inverser les malheurs moraux. En regardant le roman sous ce prisme nietzschéen, nous reconnaissons clairement Rodion qui prétend que le meurtre crapuleux peut être juste, et alors il le fait. Cependant, sa faiblesse le rattrape et celui-ci commence à avoir des remords. Nous pouvons comprendre alors que, selon Dostoïevski, agir contre la morale au nom d'un présumé bien n'est pas une bonne chose. Il existe évidemment d'autres grilles de lecture pour ce roman, ici il ne s'agit que d'une seule. Peut-on établir des parallèles? Je pense que oui. Combien d'idéologies prônent d'aller contre la morale au nom du bien? Pensons au communisme qui, dès sa théorisation par Karl Marx, appelle à créer une dictature. Il s'ensuivra alors tout le long du XXe siècle une longue suite de meurtres au nom du bien commun. Pensons aussi à la désobéissance civile. Ce principe est-il légitime dans tous les cas? Ou bien au contraire, celui-ci ne serait-il pas plutôt un moyen égoïste pour s'accorder des droits? De même que la révolution, bien que parfois légitime, peut-elle parfois être immorale en un prétendu bien? Pensons aux différentes révolutions dans l'histoire qui ont toujours connu des extrêmes. Bon, j'ai essayé de résumer au minimum cette œuvre monumentale et de vous proposer une certaine manière de la voir. Évidemment, il n'existe pas qu'une seule vision sur cette œuvre, et la meilleure chose que je puisse vous conseiller est de lire le livre et de chercher à l'analyser par vous-même. C'est un ouvrage que je trouve complexe à saisir mais vraiment splendide tant par son écriture que par son sens. Je vous remercie pour votre visionnage et j'espère vous avoir poussé à le lire, en vous souhaitant une bonne continuation.